Bon, il y a des semaines comme ça, tu sais, on a l'impression de les rater. On fait les mauvais choix. C'est comme si moi, en permanence, je devais choisir. C'est le truc qui me bouffe, tu vois. Choisir entre aller écouter quelqu'un à la permanence qui a des difficultés à son boulot, ou choisir d'être en hémicycle, ou choisir d'aller soutenir une manifestation, ou choisir de faire un passage média. Enfin, tu vois, en permanence, tu dois choisir et tu as l'impression qu'il y a 3 endroits auxquels tu ne trouves pas et tu culpabilises de ne pas y être. Et là, cette semaine, j'ai eu l'impression de faire les mauvais choix tout le temps. Sauf la petite demi-heure qui a donné une vidéo de 3 minutes dans la cour de l'Assemblée nationale. Là, on est dans la cour de l'Assemblée, tu vois, et il y a toutes les bagnoles qui se garent et qui continuent de tourner pendant le temps de l'Assemblée. Le ministère de l'écologie, j'ai regardé, il est à 800 mètres, il me semble. J'ai vérifié, j'ai regardé sur ma pile. 600 mètres à pied, 8 minutes. C'est là, quoi, juste à côté. Nous avons lancé une mission commune pour réfléchir concrètement à une justice de l'environnement. Quand je suis entré dans l'hémicycle, donc il y a 1 heure, les voitures elles tournaient, et peut-être que parce que les mecs ils ont besoin de la clim intérieure, on pourrait leur aménager un espace, mais juste, putain, il y a des lignes de métro à Paris, c'est hyper efficace. Qu'est-ce que tout le monde a besoin de venir en bagnole? Je vais demander à Tibet, c'est la porte-parole du gouvernement, c'est ça? Madame Biaille, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'un jour de canicule comme ça, les ministres viennent en voiture alors que souvent ça se trouve à quelques centaines de mètres de l'Assemblée et que les voitures elles tournent dans la cour de l'Assemblée? Moi je vais au Sénat là. Ouais, mais c'est pas, même en métro et tout ça, c'est pas si loin que ça. Vous voulez que je regarde? Il y en a pour quelques minutes. Ça n'a pas l'air de poser problème. Tu vois, une illumination, et bon sens, c'est quoi ces bagnoles dont le moteur tourne? J'avais déjà vu, mais là, avec la canicule qui tombe, je venais d'entendre les discours sur l'environnement à l'intérieur de l'hémicycle, tu dis, bon, ça colle pas quand même entre le dedans et le dehors. Donc, allez, je vais tenter un truc là-dessus, mais tu sais, c'est vraiment expérimental, quoi. Bon, puis ça a pris. Bon, est-ce que c'est intéressant? Je pense que ce petit fait-là, il y a des fois où la société elle se révèle par des petits faits plutôt que par des grandes statistiques générales. Et là, je pense qu'on a un petit fait. Quel est notre but? Notre but, c'est de remettre les pieds sur terre à l'oligarchie. On a des grandes fortunes qui ont vu leur patrimoine, par exemple, être multiplié par 7 en 20 ans en France, mais on sait que 1% de l'humanité détient plus de richesse que les 50% les plus pauvres. Bon, je crois que c'est 22 personnes sur Terre, quoi. 22 personnes qui ont plus que les 50% les plus pauvres. Et même nos grands PDG, nos grands ministres, nos grands présidents et ainsi de suite qui considèrent normal de vivre sur une autre sphère. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est de dire, vous êtes des hommes parmi les hommes. Et donc, ça induit un rapport au temps, par exemple. Tu vois, comment se justifient les ministres? C'est sûr, on n'a pas le temps. Je dois être au Sénat dans 1 minute. Et c'est vrai. Et moi aussi, j'ai un problème de temps. Mais quel est notre but aussi? C'est de ralentir les flux. On veut ralentir les flux de capitaux. On veut ralentir les flux de marchandises. On veut ralentir les flux là de personnes qui considèrent que leur temps est précieux. Tu vois, il y a le temps des pauvres. Le temps des pauvres, ils peuvent attendre pendant 2 heures à la CAF, c'est pas un problème. Ils peuvent attendre, tu vois, quand je passe le matin et que je vais en vélo à la gare, je passe devant un Métis, c'est les bus. Et les gens qui viennent chercher leur carte de bus pour le mois. Mais t'as une queue, t'as déjà vu ça? Une queue qui est énorme devant ça. Mais le temps des pauvres ne compte pas. En revanche, le temps d'un ministre, le temps d'un PDG, le temps d'un député, le temps des riches, lui, il est compté et il doit être optimisé au maximum. Voilà ce que ça vient dire aussi. Et moi, je pense qu'il nous faut ralentir. Il faut ralentir les flux. L'objectif de Zuckerberg, on avait une citation, le PDG de Facebook, mais l'objectif de tous les grands dirigeants, l'objectif de Macron, l'objectif de la Commission européenne, l'objectif de cette élite, c'est d'accélérer. C'est de faire accélérer les flux de capitaux, accélérer les flux de marchandises, qu'il n'y ait plus de douane, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus, tu vois, que ça circule vite sur les autoroutes. C'est leur objectif pour construire un monde unifié. Et nous, notre objectif, au contraire, est de les faire ralentir. Donc, je dirais que ça peut être le symbole de ça. C'est un autre symbole, c'est de dire que, tu vois, je repars toujours du truc de Veblen sur la rivalité ostentatoire. C'est-à-dire,
c'est le sommet de la pyramide qui construit un modèle pour la société. Quand le sommet de la pyramide il se construit des yachts, comme Bernard Arnault de 100 mètres de long, eh ben, l'étage en dessous, il faut qu'ils aient le PDG de PME qu'il ait son yacht de 30 mètres. Et puis le chirurgien, il faut qu'il ait son voilier à la bolle. Et puis les personnes qui partent en traite, même à la limite modeste, eh ben, il faut qu'ils aillent faire une croisière. Et puis ensuite, on se retrouve là sur un bras de la Somme avec, je me souviens, un prolo tatoué qui se faisait du scooter des mers sur la Somme. Parce que c'est un modèle de société qui se diffuse comme ça, et donc, par rivalité ostentatoire, on cherche à être en compétition avec le cran du dessus. Il nous faut rompre avec ça ou abaisser la pyramide. Et donc, on ne peut pas considérer comme normal que nos dirigeants ils soient affranchis de la norme commune qui est qu'à minima on éteint son moteur, qui est que si on est à Paris et qu'on dit qu'il faut faire circuler moins de bagnoles, eh ben on trouve le moyen de le faire. En plus, je vais te dire, dans ces questions-là, ils n'ont pas seulement une voiture, ils ont une voiture d'escorte, peut-être 2 voitures d'escorte chacun. Pourquoi ? Est-ce que c'est par une nécessité logistique, de sécurité, ou bien est-ce que c'est de l'apparat ? Et moi, je crois que c'est beaucoup de l'apparat. C'est-à-dire que ce sont des hommes, et ils le savent bien au fond qu'ils ne sont que des hommes. Et tous les jours, il faut qu'ils se réveillent en pensant qu'ils incarnent quelque chose qui les dépasse, et pour les aider à incarner quelque chose qui les dépasse, eh bien on leur file des escortes, on nous met des huissiers, tu vois, et tout cet apparat nous aide à nous penser nous-mêmes comme étant des hommes non ordinaires. Et je pense qu'au contraire, on a besoin d'hommes ordinaires. Donc De Rugy, il a répondu, je crois que vous êtes bon à faire des films, monsieur Ruffin, ce qui est vachement original, tu vois. Ça fait 2 ans que je suis dans l'hémicycle, ça fait 2 ans que quand je prends la parole, on me dit mais vous faites du cinéma, monsieur Ruffin, vous croyez dans un film, monsieur Ruffin, vous tournez des films, monsieur Ruffin. Moi aussi, j'ai été intermittent, monsieur Ruffin, tu vois. Bon, moi, je me dis que de toute façon, il vaut mieux déjà avoir fait un truc dans sa vie, tu vois. J'ai fait un journal, ouais, je vais me la péter. J'ai fait 7 ans d'émissions de radio, j'ai fait une vingtaine de bouquins, j'ai fait 2 films. Pendant que De Rugy, il a fait quoi ? Professionnel de la politique. Politicaillon à la noix. Je veux dire, une énergie alternative, tu sais ce que ça serait ? C'est chaque fois que De Rugy retourne sa veste. Là, ça crée de l'énergie, c'est mieux que des éoliennes, tu vois. Donc, voilà ce qu'est De Rugy. Je veux dire, si l'incarnation de l'écologie dans ce pays, c'est De Rugy, c'est évident que tu rends l'écologie antipopulaire, tu vois. Ça, c'est sûr. Avec son côté aristocratique, le château descend pour vous expliquer comment on va faire de l'écologie dans le pays. Bon, et donc, moi, quand on me dit ça, je pense à Victor Hugo. Je sais, je me la pète, mais Victor Hugo, chaque fois qu'il faisait un discours, qu'est-ce qu'il disait les gens ? On n'est pas au théâtre, ici c'est pas le boulevard, retournez jouer vos pièces, vous feriez mieux d'écrire. Bon voilà, tu vois ? Et donc c'est vrai que leur petite réplique à la noix, tu vois, bon, c'est sûr, bon allez, hop, j'arrête, je passe à autre chose. T'as bien aimé quand même, hein. Quand je m'énerve, ça te plaît, toi. Bon, tu sais, on pourrait se dire, mais les super riches, les super ministres, les super PDG, ils sont sur la même planète que nous. Donc s'ils la détruisent, ben, ils vont se détruire avec. Mais là, il faut comprendre un truc, c'est le modèle TINA. Qu'est-ce que c'est que TINA ? Les études TINA, c'est des études sur les effondrements de civilisation. Et ça nous montre que l'oligarchie, les dirigeants, dans toutes les sociétés qui nous ont précédés, ils ont toujours cru qu'ils échapperaient à l'effondrement. Pourquoi ? Parce qu'ils parviennent à mettre 1 ou 2 générations de plus. Tu vois ? Ils retardent le temps de leur propre effondrement. C'est comme si tu étais à bord d'un navire qui coulait, mais tu as les gens qui sont dans la soute, ils se prennent la flotte tout de suite et ils se noient. Ceux qui sont en 2 secondes classe, ils sont à l'étage au-dessus, ils voient arriver la flotte. Et ceux qui sont en première classe, ils disent on est tranquille, tu vois. Et ceux qui dansent sur le pont avec l'orchestre, là c'est peinard. Et donc voilà. Donc ils se disent on va y échapper. Et de fait, regarde, je lisais dans le livre une préface de Gaël Giraud hier, donc un économiste, il raconte comment à Londres, il y a une conférence, il rencontre l'élite anglaise et qui lui dit nous allons mettre nos enfants à l'école en Suède parce que le réchauffement climatique mettra plus de temps en Suède. Ça fait écho, bien sûr, à ma copine qui me disait, rencontrant des traders toujours à Londres, ils achètent des maisons secondaires en Norvège
parce que là-bas, le réchauffement climatique va venir plus tard. Et ça fait écho, bien sûr, à tous ceux de la Silicon Valley, notamment les copains de Macron, qui qui achètent des fermes immenses en Nouvelle-Zélande, parce que le réchauffement climatique mettra plus de temps là-bas. Ceux qui nous dirigent sont persuadés qu'ils échapperont au désastre. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ils auront 1, 2, 3 générations de retard sur déjà les réfugiés climatiques d'aujourd'hui, mais même sur nous-mêmes. Donc, ils ne sont pas pressés. Donc, ils estiment qu'ils ont le temps. C'est pour ça qu'il est urgent de reprendre en main le volant de notre société. Ils foncent droit dans le mur. Nous, on doit reprendre le volant, on doit leur confisquer le volant et on doit appuyer sur le frein. C'est une urgence pour se sauver de ce désastre. Alors, on peut commencer par les moteurs de l'Assemblée nationale, mais il faut bien reconnaître que ça n'est pas non plus un point d'arrivée. C'est un symbole, quoi. C'est un symbole, mais c'est pas une fois qu'ils auront coupé leur moteur. Il paraît qu'ils l'ont déjà fait. Il paraît qu'il n'y a plus de bagnole, tu vois, j'en sais rien. Tiens, j'aurais changé ça pendant mes 5 ans à l'Assemblée nationale, tu vois. La grande conquête sociale. Bon, écoute. Est-ce que j'essaierai pas de signer le RIP, là ? Parce que j'ai toujours pas signé. Pourquoi j'ai pas signé ? Parce que tu te souviens que la dernière fois, il me disait que j'étais pas inscrit sur la liste électorale. Donc à mon avis, c'est parce que sur ma carte électorale, il n'y avait pas les mêmes prénoms que sur ma carte d'identité. Le problème étant que je retrouvais pas ma carte électorale, parce que tu sais, c'est un truc, franchement, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Tu sais, on te fait des tampons, tiens, comme si t'avais ton bon point à l'école. Tiens, t'as voté, t'as un bon point. Bon, mais le problème étant que je suis tellement bordélique, tu vois, il faudrait que je fouille tout ça. J'ai mon courrier qui s'accumule. Je suis, comment il disait, Thomas Thévenoud, là, un phobique administratif, tu vois. Donc, non, mais je suis pas phobique, mais j'ai du bordel dans ma vie. Et donc, entre-temps, j'ai paumé ma carte d'identité. Donc, je vais essayer avec un vieux passeport. C'est pas la gloire, hein. Je vais aller sur le site de nos camarades signon.fr. Déjà, tu vois, ça a changé. Le site du gouvernement, là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu amélioré. Parce qu'avant, c'était le code INSEE. Personne ne savait ce que c'était. Et maintenant, c'est rechercher votre commune de vote. Donc, ça veut dire que quand on gueule, il y a quand même quelques petits trucs qui changent. Quel est votre nom ? Ruffin. Je n'ai pas de prénom. Bah si. Quels sont vos prénoms ? Alors là, je vais essayer avec les prénoms de ma carte électorale. Parce que tu vois, j'ai un Bernard qui se rajoute sur ma carte, sur mon passeport, tandis que j'ai pas de Bernard sur, c'est François Marcel Joseph. Je vais essayer avec ça. On va voir si c'est ça le problème. Peut-être c'est la CEDI, peut-être qu'il faut pas de CEDI. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors hier, j'étais en débat à Doulan, dans la Somme, autour de Jeux du Soleil. Et ils ont réussi à faire signer une 50aine de personnes dans la soirée, tu vois. Donc, c'est carrément faisable. Nous ne sommes pas parvenus à vous retrouver sur la liste électorale de Amiens. C'est dingue, ça. Non, mais attends. Là, j'ai eu ma carte électorale. Écoute, j'ai essayé avec les prénoms de ma carte d'identité. J'ai essayé avec les prénoms de ma carte électorale que j'avais enfin retrouvée. J'ai essayé en mettant une CELI à François, j'ai essayé sans mettre de CELI à François, mais dans tous les cas, la réponse est nous ne sommes pas parvenus à vous retrouver sur la liste électorale de Amiens 80 021. Donc il va falloir que j'aille à la mairie pour qu'ils me disent si le député est oui ou non inscrit sur la liste électorale, ou si je fraude chaque fois que je vais voter sans le savoir, quoi, tu vois. Bon, alors je vais te raconter notre histoire. Sonia Djebari. Elle est en grève aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée, à Toulouse, en grève de la faim. Ça doit être le 10e jour de grève, sachant qu'elle a une maladie auto-immune, donc sa santé décline vachement rapidement. Qui est Sonia Djebari ? C'est une héroïne. J'aurais voulu que Pénélope Bagieux, tu sais, celle qui a fait Les Femmes culottées, j'aurais bien voulu qu'elle rencontre Sonia Djebari et qu'elle fasse une BD sur Sonia Djebari, parce que Sonia Djebari, elle mérite ça, tu vois. Qui c'est ? C'est une jeune femme qui se retrouve employée de l'Atelec, dans la banlieue de Toulouse. Qu'est-ce que c'est que l'Atelec ? C'est une filiale de l'Atecoer. L'Atecoer, c'est quoi ? C'est le sous-traitant d'Airbus. C'est une immense boîte qui existe depuis très longtemps, hein, depuis le début du XXe siècle, du côté de Toulouse, l'Atecoer, mais ils ont décidé, évidemment, de délocaliser une partie de leur production dans les pays du Maghreb, parce que le coût est moins cher. Et de fait, ils trouvent là-bas une main-d'œuvre corvéable à merci, très peu coûteuse, comme on peut en rêver, tu vois. Mais Sonia, elle se laisse pas faire. Avec sa copine Monia,
elle monte un syndicat, UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, et là, elles vont obtenir une série de conquêtes. Encadrement des heures supplémentaires, 15 jours de congés payés, 30% d'augmentation de salaire. Bon. Et là, ça risque d'être contagieux pour les autres usines de Tunisie, pour le groupe Latécoère. Qu'est-ce qu'il fait Latécoère? Eh bien, il décide de fermer l'usine, blackout, et de tout relocaliser du côté de Toulouse. Mais très temporairement, pour quelques semaines, tu vois. Juste le temps de licencier les centaines de personnes qui étaient syndiquées en Tunisie. Il licencie tous ceux qui ont pris leur carte à l'UGTT, tous ceux qui ont mené le combat là-bas. Voilà comment le capital français œuvre pour l'élévation du niveau de vie des travailleurs dans le monde. Bon, et ensuite, une fois que tous les syndiqués ont été licenciés, ils rouvrent leur usine près de Tunis en l'ayant nettoyé de tout syndicaliste à l'intérieur. Est-ce que Sonia elle baisse les bras? Non. Je l'ai croisée à ce moment-là parce qu'elle est venue faire une tournée en France pour chercher. Vu que le capital français c'était l'opprimé, elle est venue chercher le soutien du peuple français. Donc je l'ai rencontrée à ce moment-là. Elle faisait une tournée avec mon camarade Pierre Souchon qui était leur fer de lance en France, quoi, quelque part. Et donc, est-ce qu'elle baisse les bras? Non. Bon, ils font entre autres donc, de l'agitation, des manifestations, des réunions publiques. Elle fait aussi une grève de la faim dans sa longue marche. Et ils obtiennent la réintégration de 6 syndicalistes sur les 10 plus actifs. Mais elle n'est pas dedans. Elle refait une grève de la faim avec sa copine. Ils obtiennent la réintégration de 2 autres syndicalistes. Les 2 qui ne sont pas réintégrés, c'est Sonia et Monia. C'est les 2 héroïnes, tu vois. Et donc, on va leur filer un chèque qui leur permet de survivre temporairement. Mais ensuite, elles sont sur une liste rouge ou noire, tu l'appelles comme tu voudras, qui leur interdit là-bas, vu la puissance du conflit qui s'est déroulé, d'être réembauchés dans une autre entreprise du côté de Tunis. Et donc là, elle fait grève de la faim parce que elle n'a plus les moyens de vivre. On l'a exclue socialement. Elle ne sait plus comment se débrouiller. Et donc, elle en est là où doit en être au 11e jour de la grève de la faim, elle est d'ores et déjà en danger. Et je pense que, j'ai écrit une question à Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est une affaire française. C'est pas une affaire tuniso-tunisienne, c'est le capital français. Et pendant tout ce temps-là, l'État français, qui était l'État de François Hollande aussi, il n'est jamais venu se solidariser avec Sonia et Monia, il n'est jamais venu se solidariser avec les travailleurs tunisiens en disant à Latécoère, c'est pas normal la manière dont vous agissez pour qu'il n'y ait pas de relèvement des salaires dans les pays du Maghreb, pour que la manière dont vous mettez en concurrence les travailleurs entre eux et tout ça. À aucun moment il a fait ça. À aucun moment il a exigé que le droit du travail, les conventions signées au Bureau international du travail, soient respectées par le capital français en Tunisie. Ça n'a pas été fait, ça n'est pas fait davantage aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'État français, il a une responsabilité dans l'état de santé de Sonia Djebari en Tunisie. Et que, à la place de la laisser crever, on devrait lui remettre la Légion d'honneur. Voilà les gens à qui on devrait remettre la Légion d'honneur. Les gens qui font honneur aux droits de l'homme, tu vois ce que je veux dire? Et on se dit qu'ils sont venus nous chercher, nous prendre la main et nous dire regardez ce qu'on fait en Tunisie, et qui tentent un véritable internationalisme au-delà de l'opposition entre les travailleurs et les peuples. On devrait remettre la Légion d'honneur à Sonia Djebari. Tu vois, j'ai pas pensé dans ma question au gouvernement, mais ma question, ça devrait être Monsieur Jean-Yves Le Drian, quand remettrez-vous la Légion d'honneur à Sonia Djebari? Bon, je voulais te parler du Front Populaire. Ça, c'est la 3e fois qu'on repousse. Et je voulais te parler aussi de mon plan pour la crise qui vient. Tu vois, parce que on nous parle de plus en plus d'une crise financière qui adviendrait. Je ne sais pas quand, je ne suis pas prophète. En revanche, je sais ce qu'on doit être prêt à faire quand... Enfin, je sais. Je travaille à imaginer et il faut qu'on vulgarise ce qui doit être fait quand cette crise surviendra. Mais donc ça sera pour le prochain épisode en espérant que cette crise n'arrive pas avant vendredi prochain, hein. Parce qu'il faut qu'on ait le temps quand même un petit peu de s'y préparer. Voilà, allez.